Bonjour à tous, merci pour la proposition d'intervention. Est-ce que vous voyez mon diapo? Oui, on le voit. C'est bon. Parfait. Bon, c'est super. Donc, voilà, j'ai été présentée, je m'appelle Luna. Et les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui portent sur les ripisylves. Et c'est des résultats qui ont été récoltés à l'aide d'un stagiaire de master qui m'a accompagné l'été dernier, le printemps et l'été dernier, qui s'appelle Lucas Hernandez. Donc, les ripisylves, pour faire un petit rappel, ou pour ceux qui ne savent pas, ce sont des forêts situées en bordure de cours d'eau. Et ce sont des écosystèmes qui sont très intéressants, notamment en termes de biodiversité, puisqu'ils sont à l'interface entre deux types de milieux, le milieu aquatique et le milieu terrestre. Le souci, c'est que ce sont aussi des écosystèmes qui vont être très sensibles face aux changements environnementaux et face aux changements globaux euh, qu'ils sont en train de subir à l'heure actuelle. Et du coup, je vais vous en parler un petit peu. Donc, parmi l'ensemble des changements qui font pression sur nos écosystèmes, bah, il y a bien évidemment le changement climatique, hein, ça a été bien évoqué dans la présentation précédente. Donc, avec dans les grandes lignes, des augmentations de température plus ou moins variables en fonction des saisons et en fonction des localités, et une modification des dynamiques de précipitation avec une intensification des événements extrêmes et notamment des sécheresses plus longues et plus intenses. Donc ça, c'est les prévisions et c'est ce qui se passe déjà à l'heure actuelle. Euh, je vais juste rajouter mon pointeur. J'y arrive. Bon, c'est pas grave. Pardon. Euh, donc, parmi les pressions qui jouent un rôle important sur la modification de nos écosystèmes de ripisylves, il y a bien évidemment euh, d'autres pressions un petit peu plus connues, comme la fragmentation des habitats, souvent complétée par le changement d'utilisation des terres, les pollutions et bien évidemment, ah ça y est, j'ai trouvé mon pointeur. Donc les pollutions qui peuvent être atmosphériques, du sol ou de l'eau, et puis bien évidemment l'introduction d'espèces allochtones avec les espèces exotiques envahissantes qui ont été présentées aussi tout à l'heure. Donc face à tout ça, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui est la structure qui m'embauche, qui finance ma thèse en fait, qui est une structure publique qui veille au bon usage de l'eau et à la bonne qualité des eaux et de leurs écosystèmes associés, a lancé en 2016 une stratégie d'adaptation face au changement climatique, dont le but est un peu de lister des objectifs pour essayer justement de s'adapter aux conditions changeantes de notre environnement. Et donc parmi les solutions qui ont été proposées, il y avait travailler sur la trame verte et bleue, pour essayer d'apporter des solutions fondées par la nature euh, pour répondre aux différentes problématiques. Et donc, quoi de mieux que les ripisylves pour travailler à la fois sur la trame verte et sur la trame bleue? Le souci, c'est que la restauration et la plantation de ripisylves, c'est un sujet complexe qui soulève beaucoup de questionnements à l'heure actuelle, hein, dans le contexte actuel. On ne sait pas si elles vont tenir le coup déjà, alors on ne sait même pas quoi planter. Et l'agence de l'eau Seine-Normandie, ben, elle n'a pas forcément cette compétence scientifique. Elle fait déjà beaucoup d'autres choses à côté. Du coup, c'est comme ça qu'est née la collaboration entre le laboratoire Elisan de l'université de Picardie-Jules Verne et l'agence de l'eau en 2022 avec le début de ma thèse. Alors en fait, cette thèse, on va dire que c'est une thèse à objectif et à but opérationnel, donc pour répondre vraiment à des questions que se pose l'agence de l'eau, on va dire dans une échelle de temps assez courte. Et l'agence de l'eau se pose plein de questions, hein, mais nous, on va s'intéresser notamment à la dernière. Est-ce que les ripisylves des bassins versants de l'Oise et de la Marne sont capables de s'adapter ou de résister au changement climatique? Et donc, pour répondre à ça, ben, ce qu'il faut faire déjà, en premier lieu, c'est voir comment ça se passe à l'heure actuelle, quel est l'état dans lequel elles sont. Donc, on a débuté une étude la saison passée, donc au printemps passé, avec Lucas Hernandez, mon stagiaire.
sur la flore herbacée des riz piscieuses. Le but de cette étude, c'était de rééchantillonner plus de 74 relevés en réalité, euh, dans différentes forêts situées dans l'Aisne, donc vraiment à l'est de la Picardie en frontière belge. Et en fait, ce rééchantillonnage, il a été fait de façon assez simple. En fait, on est revenu sur le terrain, sur des relevés qui avaient déjà été effectués en 95 et 96 par mon directeur de thèse, Guillaume Decoq. Et on est revenu faire exactement les mêmes relevés, exactement au même endroit, pour essayer de voir s'il y a des différences au niveau de nos communautés végétales. Donc, une fois qu'on a récolté toutes ces données, comme je vous l'ai dit, nous, on a choisi de travailler sur une approche communauté végétale, donc un ensemble d'espèces, un pool d'espèces qui va évoluer ensemble, et on a analysé nos données. Qu'est-ce que ça nous dit, premièrement? En fait, premièrement, on s'est dit, est-ce qu'il y a du changement? Ça, déjà, c'est une première chose. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mesurer la biodiversité à l'aide de différentes métriques pour essayer de voir s'il y a des changements entre 95-96 et 2022-2023. Donc, premièrement, une des métriques les plus utilisées en écologie, hein, c'est la richesse spécifique. Donc, on a regardé la richesse spécifique, c'est-à-dire le nombre d'espèces. Et on se rend compte qu'on a une augmentation de notre richesse spécifique au cours du temps sur plusieurs de nos sites. Ce qui pourrait paraître un petit peu contre-intuitif parce que quand on se dit augmentation des effets du changement climatique, on peut se dire, bon, bah, on va avoir une dégradation de nos écosystèmes et donc une baisse de notre richesse spécifique. Mais là, c'est pas tout à fait ce qui se passe. En fait, cette augmentation de la richesse spécifique, elle peut s'expliquer par plusieurs choses. Euh, Déjà, en premier lieu, c'est certainement lié à une modification de nos conditions abiotiques, donc dont on reparlera un petit peu après. Et en fait, cette augmentation, elle traduit tout simplement le recrutement de nouvelles espèces au sein de notre communauté végétale sans observer de disparition significative pour le moment des espèces de notre communauté végétale de 95-96. Et en fait, tout ça, ça peut être expliqué par plein de choses. Donc, en ce qui concerne le recrutement de nouvelles espèces, ben, c'est tout simplement le recrutement d'espèces qui vont être plus thermophiles, donc qui sont adaptées à des températures plus hautes et qui subiront, qui s'installent dans notre écosystème parce que notre écosystème se réchauffe. L'introduction d'espèces exotiques envahissantes, qui est très fréquente, surtout en écosystème de milieux humides et aquatiques. Et puis, en ce qui concerne, on va dire, le fait qu'on n'ait pas vraiment beaucoup d'espèces qui disparaissent pour l'instant, ça peut s'expliquer par le fait, par le biais d'un concept en écologie qui s'appelle la dette d'extinction, la dette climatique, qui est un concept qui dit, dans les grandes lignes, c'est pas parce que les conditions environnementales changent que notre espèce elle va disparaître brutalement. Donc, elle va être encore présente un petit peu pendant un certain moment dans notre écosystème et on va pas voir le changement apparaître en un clin d'œil. Donc, ça, c'était pour la richesse spécifique. Ensuite, on s'est aussi intéressé à l'équitabilité, c'est-à-dire à l'équirépartition de nos espèces au sein de notre communauté végétale. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une baisse de cette équitabilité. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Eh bien, tout simplement, une dominance de certaines espèces au sein de notre écosystème. Et ça, donc là, vous voyez une surabondance d'orties, ici une surabondance de ronces. Ça peut être lié notamment à une eutrophisation de nos écosystèmes avec un apport notamment en nitrate ou en azote lié à des pollutions soit atmosphériques, soit issues des cours d'eau, apportées par les cours d'eau. Du coup, cette surabondance d'espèces, hein, elle va faire chuter notre équitabilité et elle va diminuer l'abondance d'autres espèces qui peuvent être d'intérêt dans nos écosystèmes. Troisième chose qu'on a regardée, c'est la diversité bêta. Alors, la diversité bêta, c'est une métrique qui permet de comparer les communautés entre elles et qui va décrire la similarité ou la dissimilarité entre nos communautés en termes de composition spécifique. Donc, en gros, ce qu'on a fait,
grâce à un logiciel de statistique qui s'appelle R, c'est qu'on a comparé 2 à 2 chaque relevé de la même localité, mais à 2 dates différentes, 95-96 versus 2022-2023. Et donc, voici les résultats qu'on obtient. Globalement, on voit qu'il y a une différence significative de diversité bêta entre les relevés anciens et le relevé récent, avec une baisse de cette diversité à l'heure actuelle. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça signifie qu'on observe au fur et à mesure une homogénéisation de nos communautés végétales, c'est-à-dire qu'elles sont de moins en moins différentes et qu'elles vont présenter globalement des espèces assez ressemblantes. Donc, maintenant qu'on a vu qu'il y avait des différences, on va essayer de comprendre pourquoi il y a ces différences. Et là, du coup, on s'est intéressé à plusieurs choses. Parmi les différentes hypothèses que nous avions, on avait en premier lieu une hypothèse concernant le régime des perturbations. Les ripisylves, qui sont des écosystèmes qui sont extrêmement dépendants des cours d'eau, et notamment des périodes de crue, euh, sont très sensibles aux modifications qu'il y a à l'heure actuelle, notamment liées à la modification des précipitations, et avec aussi, enfin, qui se caractérisent par des crues de moins en moins récurrentes et de moins en moins intenses. Donc, on s'est dit, on va essayer de mesurer ça à l'aide d'un indice qui a été développé assez récemment par Nidolo et ses collaborateurs, qui est un indice de perturbation. C'est un indice, en fait, qui va être octroyé, qui va être donné à chacune des espèces avec, on va dire, une préférence, entre guillemets, pour un certain niveau de perturbation. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit clairement que les espèces présentes dans nos communautés à l'heure actuelle ont tendance à préférer des perturbations moins fréquentes et moins intenses que les communautés végétales présentes en 96. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les espèces présentes dans nos communautés végétales bioindiquent des perturbations liées aux crues qui sont moins fréquentes et moins intenses. Donc là, on observe bien un effet de notre changement de perturbation. On a moins de crues. Oula. Et donc ça se voit très bien, notamment grâce à cette photo que vous ne voyez pas très bien. En fait, là, vous voyez, tout simplement, on a des berges qui se creusent. Donc ça, c'est normal. Mais en fait, on voit ici la trace de la dernière crue. Et on voit que maintenant, elle est ici, alors qu'avant, elle était beaucoup plus haute. Ça a monté beaucoup plus haut. Donc ça, c'était au niveau des perturbations. Ensuite, on s'est aussi intéressé à la température ressentie dans les écosystèmes. Et donc là, on a utilisé un nouvel indice qui a été élaboré par Peter Van Gerbesk et ses collaborateurs, qui ont créé une base de données qui s'appelle ClimPlant et qui donne pour chaque espèce qu'on étudie une température annuelle moyenne optimale, c'est-à-dire en gros, quelle est sa préférence thermique en moyenne dans l'année. Et donc, ce qu'on a remarqué encore une fois, c'est qu'on a une modification au niveau de nos communautés. Nos communautés végétales présentent des espèces qui ont une préférence qui bio-indique une température plus élevée en 2023 qu'en 95-96. Si on fait le ratio, si on fait le delta, pardon, ça correspond à 0,39 degrés de plus en 27 ans. Alors bon, dit comme ça ne dit pas grand-chose, mais les gens qui travaillent sur le sujet, souvent déjà ils rapportent ça en décennies, donc ça fait 0,14 degrés par décennie. Si on compare ça à des changements qui ont déjà été étudiés dans d'autres écosystèmes, eh ben, on voit que la ripisylve, elle est encore à l'interface entre écosystème forestier et écosystème aquatique, puisque on a une augmentation de 0,14 par décennie dans nos ripisylves, et dans la littérature scientifique, ça tourne généralement autour de 0,8-0,9 en forêt et plutôt 0,22 en cours d'eau. Donc voilà. Dernière chose, on s'est dit, bon, voilà, maintenant on sait qu'il y a des modifications au niveau de nos communautés végétales. On n'a pas forcément les mêmes espèces. On sait que c'est lié à une modification des conditions environnementales qu'on a réussi à mettre en évidence.
ici grâce aux différents indices que je vous ai présentés et qu'on va approfondir évidemment dans nos recherches. Troisième chose, c'est est-ce que nos espèces présentes dans nos communautés, elles ont changé de stratégie? Est-ce que, elles se sont adaptées à ces nouvelles conditions? Est-ce qu'elles présentent des adaptations? Et du coup, pour ça, on s'est intéressé aux traits fonctionnels de nos espèces et notamment à trois traits fonctionnels qui reviennent régulièrement dans la bibliographie quand on parle d'adaptation à la sécheresse, généralement, à savoir la surface foliaire, la masse des graines et la hauteur des plantes. En ce qui concerne la surface foliaire, on a des modifications, ça dépend dans quel site. Au niveau de la forêt de Hirson-Saint-Michel, par exemple, on a une diminution de la surface foliaire. En ce qui concerne donc la hauteur de nos plantes, là, on va avoir une diminution de la hauteur de nos plantes. Et en ce qui concerne la masse des graines, je vais inverser les deux graphiques. En ce qui concerne la masse des graines, là, à l'inverse, on va avoir une augmentation de la masse des graines. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit que, d'un point de vue de la surface foliaire, on a une adaptation à la sécheresse, euh, tout simplement parce que les espèces qui ont des surfaces foliaires moins importantes vont avoir tendance à moins transpirer et donc à économiser plus leur stock d'eau. Ensuite, en ce qui concerne la masse des graines, on a des espèces qui vont faire des plus grosses graines. Généralement, les espèces qui font des plus grosses graines, elles font un nombre de graines moins important. C'est souvent corrélé. Et donc, qu'est-ce que ça nous apprend? C'est que les espèces, elles ont changé, enfin, les espèces présentes dans notre communauté, elles ont changé de stratégie. Et au lieu de se dire, on va se disperser un max parce que on a plein de crues et donc on peut aller très loin et en grand nombre, bah, on a moins de crues, donc on va plutôt faire des grosses graines et on va rester sur place. En ce qui concerne la hauteur, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Nous, on s'attendait plutôt à avoir une augmentation de la hauteur des plantes présentes dans nos communautés, parce que comme il y a moins de crues, on peut se développer plus facilement. C'est des plantes qui ont des stratégies de croissance plus lentes, mais qui se développent plus haut, etc. Et en fait, c'est pas ce qu'on observe. Du coup, euh, on aurait besoin d'études complémentaires pour essayer de comprendre pourquoi, mais ça peut être lié à plusieurs causes. Premièrement, ça peut être des plantes qui sont moins hautes justement pour subir moins l'effet de la sécheresse, parce que plus on est petit et moins on a besoin de faire monter la sève loin et faire tirer enfin tirer sur les apports en eau, c'est plus simple. Et puis ça peut être aussi un effet autre qui est un effet en fait d'afforestation, c'est-à-dire qu'on a une fermeture de notre milieu qui est plus importante. Ça, il faudra qu'on vérifie avec d'autres études, euh, qui veut tout simplement dire que les espèces qui étaient présentes en 95-96, c'était des plantules d'arbres, et maintenant elles sont grandes, elles ont grandi, et donc elles sont plus dans notre strate herbacée qu'on étudie nous, et donc ça baisse la hauteur générale de notre unité végétale. Euh, Si je suis dans les temps, je peux finir là. Sinon, j'ai d'autres choses à apporter en complément si vous le souhaitez. Je suis comment niveau timing? Bah, merci pour votre présentation. Euh, Est-ce que il y a des questions? C'est bon. Il y a Pierre qui a une question. Tu peux y aller, Pierre. Oui, bonjour. Attendez, deux secondes. Oui, désolé, j'avais juste un retour de son. Pas de souci. Du coup, je voulais savoir si, par rapport à la faune et la flore comptées dans les ripisylves, donc dans les Mhm. communautés examinées, s'il y avait aussi les espèces qui se développent dans le cours d'eau. Alors non, nous, on a étudié uniquement les espèces qui sont sur l'écosystème terrestre, pas les macrophytes, en fait. D'accord, merci. De rien. Florent, tu as une question? Oui, du coup, merci pour la présentation. Je voulais demander, du coup, est-ce que vous considériez que les ripisylves, c'est des systèmes particulièrement en danger et sur lesquels il faudrait faire de gros efforts de conservation?
Alors, en danger par rapport à quoi, c'est toujours un peu compliqué. Oui, en fait, les ripisylves, c'est quand même des écosystèmes qui sont en danger dans le sens où, en fait, il y a vraiment une codépendance déjà avec le cours d'eau. Et on sait qu'il va y avoir des différences vraiment très significatives au niveau du débit, au niveau de l'apport simplement en eau dans les cours d'eau au cours des futures années. Ça se ressent déjà très bien, hein. Enfin, l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, on a eu quand même des restrictions d'eau assez régulièrement, notamment bah, justement sur le bassin versant de l'Oise. Et en fait, ben, les arbres, notamment, supportent très mal en ripisylve ce qu'on va appeler la... J'ai perdu le terme. Bon, c'est pas grave. En gros, les arbres, donc, ils pompent l'eau grâce à leurs racines, ça vous le savez tous. Sauf que quand le verre est vide, hein, quand vous prenez, vous sirotez votre grenadine et que le verre est vide, des fois il y a des bulles d'air qui rentrent. Et en fait, c'est exactement le même principe quand le cours d'eau se tarit ou quand la nappe souterraine se tarit. Et en fait, les arbres, notamment de ripisylves, sont pas du tout adaptés à ça parce qu'ils sont habitués à avoir plein d'eau. Et donc, quand on commence à avoir des conditions de sécheresse qui augmentent, les arbres de ripisylve, ils sont pas mal en danger à ce niveau-là parce qu'ils sont pas du tout adaptés à résister à ce genre de choses, en fait. Donc, ça cause beaucoup de mortalité. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pierre, tu as toujours la main levée, c'est une autre question ou pas? Ok. On a le temps pour une autre question. T'en as une, Cécile, ou pas? Moi, j'avais une question aussi. Est-ce que du coup, les ripisylves, elles sont considérées comme les écosystèmes des mangroves? Alors, c'est différent. En fait, les écosystèmes en mangrove, ils sont dans des systèmes où c'est de l'eau saumâtre. Donc, c'est un mélange d'eau douce et de mer, d'eau salée. Donc, les ripisylves, c'est pas du tout le cas, hein, c'est 100% de l'eau douce. Ok. Mais c'est des écosystèmes qui peuvent être assez semblables de plein de points de vue, en fait. Donc, premièrement, bah, ils dépendent de l'eau, hein. Deuxièmement, ils vont produire des services écosystémiques qui peuvent être similaires en termes ben, d'accueil de la biodiversité, mais aussi en termes de limitation des pics de crue, par exemple. Donc, oui, oui, il y a des choses qui sont comparables avec les systèmes de mangroves, mais c'est quand même des écosystèmes assez différents. D'accord. Ok. Merci. Rien. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre présentation, en tout cas.